Au fin fond de la grotte de Trou Madame, on y fait des découvertes extraordinaires, à savoir Sandrine et Éric Charpentier. Il n'y a pas moyen d'être tranquille. Il n'y a pas moyen d'être tranquille. Mais que font-ils donc là? En visite à Cajar, on leur a proposé de voir un autre type de gros cailloux, des gros cailloux souterrains à Sennevières. Et c'est vrai que c'est une jolie découverte. J'avais jamais eu l'occasion de rentrer si loin dans la grotte, mais là, franchement, ça vaut le coup. Et ben voilà, Eric, nous voilà ici à Trou Madame. Oui, C'est un Violette. nom très, très étonnant, mais c'est le nom que ça porte. Ça s'appelle Trou Madame, donc cette grotte du Lot qui abrite la source du Chirou, ce petit cours d'eau qu'on a vu tortiller là Oui, en montant, ouais. voilà. Et puis, on va en profiter on va profiter de votre venue dans le Lot, indépendamment du fait qu'on se balade, pour faire cette petite vidéo pour présenter en avant-première la conférence que vous avez faite avec Christophe au festival au mois de mai dernier Oui. et qui va passer en fait sur la chaîne d'Antoine Station, Miasme, ouais, Miasme Miasme TV, TV. et puis relève sur la nôtre. et puis sur la chaîne des rencontres de l'inconnu, évidemment. Ça va sans dire. Donc c'est chouette de pouvoir déjà de pouvoir rendre hommage à Antoine et à Jérôme qui ont fait un sacré boulot de logistique, de prise de vue, etc. Et de montage Et de montage et de Ouais. montage derrière. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'on a eu des grosses difficultés au niveau du son. Il a fallu acheter un logiciel spécifique pour résoudre ce problème. Mais ça y est, 3 mois après, on a enfin les vidéos qui vont sortir, des conférences qui vont sortir les unes après les autres. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux, la première qui est donc mise en ligne, c'est la vôtre, celle de Christophe et la tienne. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoute, l'idée était super intéressante. C'était d'ailleurs assez inédit pour moi. C'était la première fois que je faisais une conférence à deux avec Christophe. L'idée, non pas de confronter deux théories, mais essayer de voir comment deux approches du mégalithisme peuvent effectivement se réunir et peut-être se compléter. Voilà. Se complémentariser, oui. Exactement. Donc, pour le rappeler, moi, mon approche est plutôt liée à ce qu'on appelle la géométrie mégalithique. Donc Géométrie sacrée. Voilà, c'est de la géométrie sacrée, oui, effectivement. La guématrie. Oui, alors après, il y a plein de choses, parce qu'on peut avoir une approche un peu comme je l'avais eu, un peu basée sur l'hermétisme, une certaine forme d'hermétisme. Voilà. Et c'était ce qui vous rejoignait d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, c'est que vous parliez tous les deux d'hermétisme toi dans ton approche et Christophe dans la sienne. En fait, vous rejoignez sur ce terrain-là, en fin de compte. Et Christophe, Christophe, lui, c'est cette approche liée à cette projection du ciel sur la Terre. La cosmogonie. Potentiellement peut être matérialisée par ces dolmens. Qui est une approche effectivement aussi assez inédite. C'est pas le genre de discours qu'on a l'habitude d'entendre et qui pourtant fonctionne assez bien. Christophe en fait une très belle démonstration. Et moi, personnellement, je trouve qu'il y a matière à réflexion, justement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je suis encore que dans l'interprétation ou dans l'imaginaire, mais à envisager l'idée qu'on n'est pas forcément sur deux systèmes différents, sur deux conceptions ou deux périodes différentes, mais qu'on peut avoir une réelle réflexion d'ensemble sur une superposition conjointe, en fait, de ces deux approches. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais très brièvement, en disant que l'approche que j'ai, elle est plutôt liée à la Terre, en fait. C'est des notions de mesure, la Terre est mesure en elle-même. Et l'approche de Christophe avec les constellations céleste qui viennent du ciel
Et peut-être que ces deux approches peuvent se superposer pour finalement faire ce lien oui. tertiel que l'on recherche depuis, Oui, depuis des oui, millénaires. c'est les bases même de l'ésotérisme, relier la terre et le ciel, être ancré dans la matière et en même temps avoir la tête dans les étoiles. Exactement, voilà, ouais, c'est un slogan que je connais bien, ça aussi. Oui, je crois que c'est celui de Nurea TV, plus ou moins, Exactement, les pieds voilà, sur ouais, terre et la voilà. tête dans les étoiles, oui, effectivement. Alors, on peut préciser que cette petite série des conférences mises en ligne au fur et à mesure va clore la première édition du festival Les Rencontres de l'Inconnu. Ouais. Mais tu peux peut-être profiter de ce canal pour lancer la deuxième édition. Effectivement, on va lancer une seconde édition des Rencontres de l'Inconnu. Donc, les Rencontres de l'Inconnu, c'est quelque part, c'est inspiré du théâtre. Donc, c'est unité de temps et unité de lieu. Donc, le lieu, ce sera toujours Cajar. Et au niveau du temps, ce sera toujours à l'Ascension. Pourquoi l'Ascension? Parce que déjà, symboliquement, c'est quelque chose de puissant. Et puis parce que comme ça nous donne un repère temporel qui est toujours le même. Même si les dates changent, l'ascension, voilà, c'est immuable. Voilà. Donc, ce sera toujours comme ça. Donc en rendez-vous fait. à l'Ascension 2025. Donc rendez-vous à l'Ascension Cajar, 2025. Et le thème du festival pour sera 3 jours. Donc ce sera 3 jours cette année. L'année dernière, on avait fait 2 jours écart. Et cette année, ce sera 3 jours complets. Donc toujours 2 conférences, 2 spectacles, d'ateliers, de boutiques, etc. Et le thème de cette année 2025 sera masculin et féminin sacré. Et là, je peux vous dire qu'on aura des sacrées belles têtes d'affiche parce que, alors, on retrouvera certains des conférenciers de l'an dernier, comme Michel Desailly, comme Bleuet Dio, comme Éric, comme Jean-Louis Lefebvre, comme je sais plus. C'est pas grave. Mais il y aura des nouvelles têtes d'affiche. Il y aura Pascal Lafargue, Sedji. On aura Elisabeth Giordano qui était là l'année dernière en tant que bénévole, mais qui n'était pas intervenante. Alors cette année, elle sera intervenante. On aura Lydiana, notre grande médium, qui cette année va sûrement nous faire une conférence. Jean-Raymond Binet qui va effectivement participer également. Et puis voilà, moi je referai une conférence également aussi. Et puis on aura à nouveau du théâtre, mais cette fois ce sera de la comédie pour déployer la plus belle énergie, la plus belle vibration et la plus haute vibration qui soit, c'est celle du rire. Voilà, donc ce sera un moment croustillant, je vais dire. Et puis on aura évidemment sur masculin et féminin sacré, on mettra certainement la danse à l'honneur. Voilà, et on mettra aussi on aura peut-être aussi une conférence, alors c'est pas encore sûr, il faut le valider, mais sur la sacralisation du féminin et du masculin au travers de la nourriture, de la façon de s'alimenter. Donc voilà, on prévoit toutes ces choses, toutes ces belles choses. Et puis entre-temps, on va aussi lancer une maison d'édition. Ça va être une des premières choses qui va être faite dès le mois de septembre prochain. Donc dans pas très longtemps. Hein. Et puis on va peut-être programmer aussi pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, je vais faire un audit rapide pour savoir les gens qui peuvent être intéressés pour aller visiter le site de Glosel dans l'Allier. Alors le site de Glosel dans l'Allier, c'est quelque chose de très particulier, mais je vous en dis pas plus. Enfin, je vous incite à aller voir Glosel, G-L-O-Z-E-L. Allez voir ce qu'est Glosel et c'est en tout cas quelque chose qui est très inspirant, qui est mystérieux, qui a été longtemps mis sous le tapis par les pouvoirs publics et pour lequel il y a sûrement matière à réflexion. Voilà. Donc ceux qui peuvent être intéressés pour la visite du site de Glosel, je vous invite à revenir vers moi. Prévision fin mars 2025. Pourquoi fin mars 2025? Parce que je suis obligée de me caler sur le calendrier de Michel Desailly, puisque voilà, le calendrier lunaire de Michel Desailly, puisque ce sera lui qui sera en grande partie l'intervenant sur cette visite. Peut-être aussi Pascal Cazotte s'il est disponible, on va voir ça avec lui.
Voilà. Écoutez les amis, voilà, on est content de revenir vers vous. On espère que vous avez passé un bel été et que c'est encore le cas parce qu'il n'est pas terminé tout à fait. Donc on va en profiter jusqu'au 15 septembre encore à peu près. Et puis après on va se retrouver à la rentrée pour des nouvelles vidéos qui vont être mises en ligne progressivement. Et puis je reviendrai vers vous pour plein de choses. Voilà. À bientôt les amis. Au revoir. Merci Christophe. Tu t'es à nouveau trompé. Je ne suis pas un spécialiste des mails. Tu es le spécialiste. Cajar quoi aux gens? Non, je préfère me définir plutôt comme un spécialiste, entre guillemets, de ce qu'on appelle la géométrie mégalithique. Cette géométrie mégalithique, elle s'inscrit aujourd'hui dans ce festival des rencontres de l'inconnu, puisque c'est une discipline qui est totalement inconnue par la science aujourd'hui, par les préhistoriens et par l'archéologie. C'est une discipline qui a à peu près une quinzaine d'années, en tous les cas, quant aux outils qui nous permettent d'identifier, de repérer des mégalithes. Donc les mégalithes, ce sont des grosses pierres menhirs, dolmens, qui sont implantés les uns par rapport aux autres de manière intentionnelle, et on repère cette volonté d'implantation à travers la géométrie. Voilà, donc l'idée c'est de vous proposer une présentation des mégalithes du Lode, et plus particulièrement ceux de Cajar-Marcillac, à travers deux regards. Le regard de Christophe, on verra, qui est très, très intéressant, il me semble, et puis le regard de la géométrie mégalithique. Alors, on va démarrer cette présentation. Je pense pas l'avoir fait vraiment exprès, mais c'est marrant que Jean-Marc Andrieux soit passé juste avant nous, parce qu'on va voir que quelque part, ces grosses pierres, elles peuvent renvoyer un petit peu au message qu'a délivré Jean-Marc juste avant nous. Alors, en matière de géométrie, on a tendance à vouloir démarrer par ce qu'on appelle la forme la plus simple, c'est le carré. Et ce carré, on va pouvoir peut-être l'identifier à cet inconnu, puisque très fréquemment, on dit que ce carré, il est 1. Parce que c'est la forme géométrique qui, effectivement, par son rapport de côté, donne 1. Il est donc l'unité, et il a également cet univers dont nous parlait Jean-Marc précédemment. Il est à la fois le commencement et la fin, ou 1 fini. On connaît cette petite phrase, l'alpha et l'oméga. Ça, je pense que vous connaissez cette petite phrase. L'alpha qui est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga la dernière. Et je voulais vous proposer cette vision qui consisterait à voir dans la lettre alpha, dans sa graphie, peut-être, je dis, l'idée de 2, 1 qui se font face à face. C'est peut-être pour le 1, mais pour le oméga, il paraît assez évident qu'on a effectivement 2 qui sont en miroir. Alors, juste pour information, et c'est ce que je note en haut à droite, c'est que dans notre alphabet à nous, l'alphabet, on a 26 lettres, et que la première est toujours graphiquement le A, c'est-à-dire l'équivalent de ce 1, et la dernière est devenue le Z. Et graphiquement, le Z, c'est également un 2. Donc ce carré,
qui est la base de la géométrie, il est à la fois 1 et 2. Mais comme il est miroir, il est également 2 et 1. Il est 12 et 21, finalement. Et globalement, si on regarde les nombres qui constituent le carré, dans ses caractéristiques dimensionnelles, on voit bien qu'il est 1 de côté et qu'il est 2 de diagonale. Mathématiquement, il est racine carrée de 2, mais le 2 est bien présent. Pas tout à fait manifesté, mais il est là. Je vais faire, avant d'aller un peu plus loin, également une petite aparté sur cette analogie à l'alphabet et vous montrer comment notre alphabet est constitué de manière très très sommaire. Puisqu'en fait, quand on déploie les lettres, on s'aperçoit qu'on a deux groupes de 12 lettres qui s'articulent autour d'un couple central, un couple racine. MN, vous l'avez entendu, ce sont les deux polarités, c'est l'amour, c'est la haine. Jean-Marc Andrieux en parlait également précédemment. Et puis si on regarde ce premier groupe qui commence de la lettre A à la lettre M, eh bien, graphiquement, le A, on l'a vu tout à l'heure avec l'alpha, mais le M, vous allez l'observer, c'est le même. C'est également deux 1 qui sont face à face et qui se joignent juste là. Avec le deuxième groupe, de N à Z, on a parlé de la lettre Z qui graphiquement est le 2. Et qu'est-ce que le N, si ce n'est un Z qui s'est juste retourné? Dans la langue des oiseaux, le N est la lettre du retournement. Donc notre alphabet, il est construit comme ça. 1 et 2, autour de ces deux groupes de lettres. On va revenir à notre carré de démonstration. Et là, on va s'intéresser au nombre qui caractérise le carré, à la fois dans ses caractéristiques dimensionnelles, mais également angulaires. On a un 1, un 2, on avait vu, mais on a également le 45 degrés, donc 4 et 5. Et si on additionne ces 4 nombres, on obtient le résultat de 12. Et si on rajoute également cet angle de 90 degrés qui est là, vraiment la caractéristique principale du carré, eh ben, on a un total de 21. On a beaucoup de 12 et beaucoup de 21. Alors, à ce stade, on va se poser la question de savoir si ce carré, il peut être Dieu. Puisqu'en fait, on l'entend souvent, cette notion-là. Il est 1, ça c'est un fait mathématique. Et comme il est 1, on a tendance à dire il est Dieu. En gématrie, donc la gématrie, c'est cette idée d'injecter des nombres à la place des lettres. On va injecter l'énergie du nombre, en fait, en utilisant simplement la numérotation des lettres dans l'alphabet. Donc, dans un premier mode qu'on nomme le mode opératif, qui est la manière un petit peu dont ces nombres se manifestent dans notre monde à nous, le D étant la 4e lettre, le I la 9e, etc., etc. On obtient un total de 39, qu'on va pouvoir réduire dans un premier temps à 12, et puis on pourra encore le réduire à 3, mais on va s'arrêter à 12. Dans un second mode, qui est le mode constitutif, et là, c'est vraiment, on rentre dans l'essence énergétique, en fait, du nombre. On a directement le nombre 21 qui s'inscrit avec le mot Dieu. Voilà. Donc, on peut déjà se poser la question enfin, c'est un premier indice, on va dire, pour se rendre compte que les mots sont fabriqués, sans faire de jeu de mots, mais de toutes lettres. Donc, on va pouvoir maintenant parler des dieux c'est inconnu. Alors, on va observer dans notre alphabet que la 12e lettre, c'est ce que j'appelle l'équerre, c'est la lettre L. C'est ce qui va nous intéresser dans la géométrie mégalithique, vous allez voir. C'est la 12e, donc elle porte cette lettre, elle porte le numéro 12. C'est également la 9e consonne. Donc là, on intègre une qualité de plus de la lettre et on va additionner 9 à 12 et on va voir que la lettre L est à la fois 12 et 21 aussi. Plus intéressant, c'est que phonétiquement, dans notre vocabulaire, L, c'est à la fois le dieu El, accent tréma, le dieu hébraïque. Ce matin, Monsieur Dessay en a bien parlé avec Elohim.
Et puis, on va le retrouver, ce L phonétique, également dans le L avec un H. Et là, c'est la tradition plutôt hellénique avec le dieu soleil. Dans notre vocabulaire, on va pouvoir parler du mot aile, les ailes de l'oiseau. On va pouvoir penser aux ailes d'Isis également. Et je voulais, à ce stade également, vous proposer une petite louange à Isis que les archéologues ont trouvée et qui date a priori du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, pour vous donner un petit peu le mode de pensée de ces époques, il y a un peu plus de 2000 ans, où on nous dit « Moi, je suis Isis, la souveraine de toute contrée. J'ai été instruite par Hermès, c'est-à-dire Thoth pour les Égyptiens, et j'ai inventé l'écriture avec Hermès. Moi, j'ai fixé leur langue aux Hellènes et aux barbares. Alors, à l'époque, tout ce qui n'est pas grec est barbare. Donc, pour faire simple, si vous voulez, le mode de pensée de cette époque-là, c'était de considérer que c'était la déesse Isis qui avait créé l'écriture, donc les alphabets, le vocabulaire, les mots, et qu'elle était même allée plus loin parce que c'est elle qui avait fixé la langue à tous les peuples. C'était juste un petit aparté. On va revenir à notre vocabulaire à nous, bien français. On va trouver phonétiquement le L dans le pronom personnel féminin. Alors celui-là, il est assez exceptionnel parce que vous avez finalement les deux L en miroir. Et puis à l'intérieur, vous avez même les deux L en parallèle ou en parallèle, si on veut jouer un peu sur la langue des oiseaux. Et donc, du coup, avec Isis et ce pronom personnel plutôt féminin, on va pouvoir se poser également la question de savoir si ce carré ne serait pas également déesse. Mais la réponse, elle est oui, on va utiliser la guématrie, comme précédemment. Et on va s'apercevoir qu'on n'a pas les mêmes nombres entre Dieu et déesse, mais on a les mêmes réductions. Au mode opératif 12, au mode constitutif 21. C'est toujours intéressant de faire ce genre de rapprochement, puisque on comprend pourquoi le féminin de Dieu, ce n'est pas dieuse, par exemple, mais qu'on est allé chercher ce mot déesse. Ou inversement, le masculin de déesse, pas déesse avec un seul S. On va en terminer avec cette diapo avec nos pronoms personnels masculins, puisqu'on a perdu la phonétique du L, du dieu L. Il est devenu il, mais il a gagné dans les nombres, puisque I, 9e lettre, et L, 12e lettre, font bien 21. Et se poser la question, alors Dieu, c'est inconnu, eh bien, qui est-il? Alors, pour cela, on va partir de cette petite phrase que vous connaissez tous, que j'ai un petit peu réduite ici, extraite de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et naturellement, derrière la notion de verbe, il faut comprendre la notion de parole, c'est-à-dire de vibration. Et on va se poser la question toute simple, Dieu est-il la première vibration? Donc là, la petite démonstration que je vais faire, je l'emprunte en fait, elle n'est pas de moi, je l'emprunte à une personne qui s'appelle Yves Jacquet, qui habite la région de Lyon et qui est un spécialiste de la langue des oiseaux. Et on trouve cette démonstration dans son livre qui s'appelle « Les serpents du temps ». On va s'interroger sur le premier terme, dieu. Donc on va utiliser ici la langue des oiseaux, qu'on va séparer ce dieu en deux syllabes, di et e. Et avec la première syllabe di, on va tout de suite repérer le deux, la dualité, l'opposition, les contraires, la polarité aussi. Et cette polarité, elle va également nous amener à la notion de complémentaire. La racine E, elle semble être issue du grec, puisqu'elle signifie, dans cette langue, le bien, le parfait. Et on va retrouver ça dans des mots comme eutonie ou
eurythmie. Donc, a priori, Dieu est double et parfait. Ensuite, on va s'intéresser au mot première. Et là, on va s'y intéresser de manière consonantique. On va regarder uniquement les consonnes. Et à travers le PR et le MR, on va tout de suite identifier le père-mère, dont parlait aussi Jean-Marc Andrieux précédemment. Et de conclure que ce première, que Dieu est à la fois masculin et féminin, a priori. Mais plus que ça également, puisque comme il est père et mère, il est aussi géniteur. Avec le mot vibration, on va procéder de la même manière. On va dissocier en 2 syllabes, vie et bre. On va mettre de côté le ation, puisqu'en langue des oiseaux, ation, c'est le fait de manifester une action. Donc on n'en a pas besoin. Et à travers les lettres V et I, on va repérer tout de suite graphiquement que le V représente le sexe féminin, le bas V entre, le bas ventre. À travers le I, c'est son homologue masculin, et que naturellement l'union des deux amène ce qu'on appelle la vie. Le bre, vous l'avez, je pense, compris uniquement en le prononçant, c'est l'onde, c'est cette oscillation vibratoire, c'est-à-dire qu'on va parler ici d'énergie, et donc le vibre, c'est ni plus ni moins que l'énergie donc qui crée la vie. Je sais, vous avez peut-être l'impression qu'on s'éloigne un peu du mégalithisme. Pour récapituler, Dieu pourrait être cet androgyne, il est Dieu. Il est à la fois un qui est le premier nombre impair, et qui d'une manière générale manifeste plutôt le genre masculin, c'est-à-dire le père, comme je le disais. Il est à la fois 2, le premier nombre pair, qui lui manifeste plutôt le genre féminin, c'est-à-dire la mère. Vous avez saisi la polarité? La mère est père, alors que le père est un père, c'est-à-dire qu'il n'est pas père. Et de l'union du 1 et du 2 se crée le 3, qui finalement est une manifestation de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre, mais un équilibre qui n'est pas forcément statique, un équilibre plutôt dynamique, puisqu'on est en train de parler du cycle de la vie. Alors on va poursuivre un petit peu plus dans la géométrie maintenant, avec une notion que j'appelle moi le triangle divin. 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on va partir de notre carré, toujours, qui est Dieu, ou déesse, ou les deux. Et de considérer toujours que de 2 éléments divins, 1 et 2, va naître un troisième. On va retrouver cette idée du divin, et de ce 1 et ce 2 dans le mot divin. Puisque là aussi, divin, c'est 10, et 20, c'est-à-dire 12. Mais doublement, puisque le dit, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi le 2. Et le 1, final, c'est le 1. Et entre le 2 et le 1, vous avez le V. Et c'est bien à partir du V qui est entre, c'est-à-dire du ventre, que naît le 3. Alors, géométriquement, comment ça va se résumer, ça? Ah oui, alors, juste pour illustrer un petit peu le trio Isis, Osiris et Horus, dans l'Égypte ancienne, on considérait bien que toute la création du monde était comprise entre les nombres 1 et 2. Alors, ce 2 qui était à peine manifesté dans le carré, puisque racine carrée de 2 dans la diagonale, eh bien, il suffit de lui donner un petit mouvement en le rabattant pour qu'il vienne manifester un nouveau point. Et là, vous avez non plus un carré 1 sur 1, mais vous avez un rectangle 1 sur racine carrée de 2. Et là, la diagonale mesure racine carrée de 3.
On a là, géométriquement, la manière dont le 3 naît du 1 et du 2. À travers ce triangle que dessine la diagonale de ce rectangle, eh bien, on va commencer à pouvoir parler de ce triangle divin. Puisque racine carrée de 2 sur un côté, racine carrée de 3 sur une diagonale, et également racine carrée de 1, puisque le 1, il est tout. Il est à la fois 1, il est 1 au carré, 1 au cube, 1 à ce que vous voulez, il est également racine carrée de 1, c'est la même chose. Donc là, on a un triangle qui pourrait ressembler quasiment à un triplet de Pythagore qu'on connaît dans notre monde manifesté, mais c'est pas tout à fait le cas parce que ce ne sont pas des nombres entiers dans notre monde manifesté. Donc c'est bien dans notre espace à nous, dans notre dimension en 3 dimensions, un triangle racine carrée de 1, racine carrée de 2, racine carrée de 3. Par contre, il devient divin, il devient ce premier triplet de Pythagore, ce premier triplet de nombres entiers dans une dimension qui n'est plus la nôtre, que moi j'aime appeler dimension divine, puisque racine carrée, et racine carrée c'est quand on élève à la puissance 1/2, 1 sur 2, mais qui ne nous est pas accessible. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre monde, eh bien, le premier triangle divin chez les Égyptiens, c'était le premier triplet de Pythagore, le triangle 3, 4, 5, Osiris 3, le père, Isis 4, la mère, et l'enfant qui en découle, Horus, le 5. Le carré, le quart, l'équerre. Alors, le quart ou le quart, parce que c'est vrai que de notre carré initial, il suffit de retrancher un quart pour obtenir cette forme géométrique. Et donc, ce petit quart va nous permettre maintenant de parler de ce que j'appelle l'équerre, et plus particulièrement de l'équerre en géométrie mégalithique. Alors, si je vous demande de compter sur vos doigts, 1, vous allez faire ça. Vous allez lever le pouce. C'est tout ça. Sur notre pouce, on va mettre 1. Si je vous dis de faire 2, vous allez lever l'index. Et géométriquement, on va le positionner sur notre index. Si on veut faire l'addition numérique de notre 1 et de notre 2, on va obtenir un espèce de 3 numérique, comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle l'équilibre statique, le ternaire. C'est le tabouret à 3 pieds, si vous voulez. C'est à partir de ces 3 points qu'on est stable. Géométriquement, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière, puisque notre 1 et notre 2, géométriquement, ils créent ce qu'on appelle le bicarré. Une des formes les plus sacrées. Vous l'avez entre votre pouce et votre index. Je sais pas si quelques-uns ont déjà essayé de mesurer leur pouce et leur index comme ça. C'est exact. Le pouce fait 1, l'index fait 2. Et donc, en géométrie, la somme du 1 et du 2 va créer une diagonale. Et cette diagonale, c'est racine de 5 dans un bicarré. On n'a plus le 3, on a perdu le 3, mais on a gagné une racine de 5. Et ça, c'est intéressant parce que les nombres qui composent à nouveau cette forme géométrique, quand on les mélange en somme et rapport, 1 plus racine de 5 divisé par 2, vous obtenez mathématiquement ce qu'on appelle le nombre d'or, le nombre phi, 1,618, qui dans la langue des oiseaux est le fils, c'est-à-dire la vie. Donc finalement, on s'aperçoit que ça soit arithmétiquement ou géométriquement, le 1 et le 2 créent toujours la vie. Ah oui, et au passage, la lettre phi dans l'alphabet grec est la 21e lettre. Et c'est pas un hasard. Allez, un peu de géométrie mégalithique. Je vais vous emmener finalement pas très loin d'ici, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, au dolmen de la métériote, également est connu, ce dolmen est connu également sous le nom de Jean Blanc.
c'est peut-être pas anodin. Pour moi, ce dolmen-là est une déesse. C'est une jument blanche. Je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui, mais pour s'en apercevoir, il faut la voir de dessus. Il faut la voir comme en vue en plan, où là, vous avez cette jument qui se dessine. Et puis, comme la roche, c'est du calcaire, ben, elle est blanche, effectivement. Alors, peut-être que le nom de Jean Blanc viendrait de là, pourquoi pas. Et on va étudier donc une relation entre ce dolmen et le dolmen de Pourqueré 1, puisqu'il y a un autre dolmen qui s'appelle Pourqueré 2, que j'ai découvert uniquement hier. Très intéressant. Et donc, l'idée, c'est de regarder s'il y a de la géométrie, en fait, entre ces deux dolmens. Alors, pour ce faire, on va tirer une ligne sur Google Earth, hein, simplement. Google Earth est un excellent outil. Depuis un point qui est bien particulier, puisque c'est un point qu'on connaît en géobiologie. En fait, en géobiologie, c'est ce qu'on appelle des points d'abaissement vibratoire. C'est un peu ces points qu'on va rencontrer dans des passages ou dans des portes quand on rentre dans un édifice religieux, par exemple. On en trouve très très souvent sur les entrées au dolmen. Et donc, ce sont de ces points-là qu'on a donc repérés en amont, qu'on tient les lignes, que ce soit ici pour le dolmen donc de la métairie haute, ou pour le dolmen. Alors, le dolmen de Pourqueré, il est ruiné, puisqu'il ne reste plus que 2 orthostates et puis la dalle de chevet qui est basculée, mais il n'y a plus de dalle. Mais là, c'est pareil, on a pu identifier ce point d'abaissement vibratoire, et il se trouve lui aussi au centre de l'entrée au dolmen. Alors, c'est pas une généralité qu'il faut en faire de ces points d'abaissement vibratoire qui seraient systématiquement à l'entrée, puisque le dolmen qu'on a visité hier, le Pourqueré 2, eh ben, lui, son point d'abaissement, il est de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas vous dire pourquoi, mais il est de l'autre côté. Alors, on va commencer cette étude, et puis on va déjà se poser la question de Pourqueré, avec ce Ker E qui est le miroir de équerre, et on va pouvoir venir du coup positionner notre équerre sur ce point de Pourqueré, sur ce dolmen-là. Et on va demander donc à Google Earth de nous donner ces informations. Il va nous en donner 2. La première, la distance, 662 mètres 66, donc c'est celle qui relie réellement les 2 dolmens. Et puis un angle, 116 degrés 75. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un angle qui est donné par rapport au nord. Nous, on va vouloir l'angle par rapport à l'est. Et puis c'est un angle qui est également appliqué sur la courbure terrestre. Et nous, on veut revenir à une géométrie plane. Donc on va faire 2 petites manips qui consistent à appliquer un rapport de correction de courbure terrestre, 625 sur 624, et retrancher les 90 degrés entre le nord et l'est. Et on obtient un angle de 26,56 qui est celui-ci. Voilà. Alors ça ne vous parle peut-être pas, mais ça c'est l'angle exact d'une forme qui est le bicarré. Ce bicarré que vous avez donc entre le pouce et l'index. Donc on a une géométrie remarquable entre ces 2 dolmens. À partir du moment où on a identifié la géométrie, où on connaît la distance, la trigonométrie, ça fait souvent saigner du nez, mais en tous les cas, ça sert bien, va permettre de définir la base, le côté 1, en fait, de ce rectangle, qui est de 296 mètres 35. Et ça, eh bien, c'est exactement l'expression d'une mesure qu'on connaît très bien, qui est le pied romain, de 29,635 cm, c'est-à-dire que c'est 1000 pieds romains que vous avez d'exprimer sur ce côté-là, à une époque où les Romains n'existaient même pas. Vous avez donc 1, 1000 et 2, 2000 sur cette organisation géométrique. Et naturellement, je vous renvoie à tout ce qu'on a pu dire précédemment sur ces 2 nombres 1 et 2. La géométrie mégalithique va souvent beaucoup plus loin parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Du 1 et du 2 va mettre un 3. Là, vous l'avez directement de manière arithmétique, 1 plus 2.
1000 plus 2000, 3000, votre 3 il est bien présent. Mais géométriquement, on a également quelque chose qui naît. Et là, en l'occurrence, c'est une résonance sur une autre métrologie, puisqu'on a 2000 pieds druidiques qui correspondent exactement à cette mesure de 662 mètres 66. Je ne vais pas m'éterniser sur la question, mais à savoir qu'en géométrie mégalithique, on a une cohérence, une eurythmie, en fait, sur toutes les mesures qu'on peut découvrir. Tout fonctionne. C'est-à-dire que vous avez systématiquement une mesure remarquable sur la somme de l'équerre, systématiquement une mesure remarquable sur la distance qui sépare les deux monuments, et systématiquement une mesure remarquable qui correspond au périmètre du triangle. C'est systématique, et avec ces informations-là, vous annihilez, toute probabilité liée à la coïncidence ou du hasard. Vous avez plus de chances de gagner au loto que ça soit du hasard. Voilà. À ce stade-là, je vais laisser la parole donc à Christophe, qui va vous proposer donc une autre approche, un autre regard, avec des mégalithes qui se trouvent tout proches de ceux que je viens de vous présenter. Merci Eric. Difficile après de prendre la parole. Alors, vous ne le savez peut-être pas, vous qui venez ici pour la première fois, mais le Lot est une terre de dolmens. Effectivement, si on regarde le paysage lotois autour de Cajarc, je vous ai matérialisé Cajarc ici avec le ponton, vous avez énormément de dolmens, puisque le Lot contient, dans le Lot ont été répertoriés à peu près 500 dolmens par un éminent spécialiste qui en a fait l'inventaire dans les années 70, qui s'appelle Jean Clotte, qui a fait sa thèse du CNRS sur les dolmens du Lot, en donnant une description et un explicatif, son explicatif de chacun des dolmens. Alors, 500 dolmens dans le Lot, je n'oublierai pas les 900 de l'Aveyron, puisque l'Aveyron est juste de l'autre côté de la rivière, donc on est vraiment dans une région chargée de mégalithes. Alors, d'après ce que nous disent les préhistoriens, ces dolmens auraient été érigés au néolithique entre moins 5005 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Ils avaient une fonction particulière, d'après toujours nos scientifiques et nos préhistoriens, c'est de servir de sépulture. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé sous les dolmens ou à proximité des ossements humains, mais aussi différents artefacts comme des pointes de flèches, des bouts d'os, des choses comme ça, même des colliers, ce qui a permis, puisqu'on était sur du vivant, enfin du matériau qui a été vivant, de pouvoir le dater au carbone 14. Donc c'est comme ça qu'ils ont estimé que ces dolmens avaient été érigés entre moins 5005 et moins 3000. En fait, quand j'ai découvert les travaux d'Eric pour la première fois sur la chaîne Nurea TV en 2019, j'ai vu toutes ces relations mathématiques qu'il nous indiquait et je me suis dit, à Cajarc, on a plein de dolmens. Donc, allons sur place vérifier ce que dit Eric. Et j'ai donc pris ma voiture, fait quelques kilomètres, parce qu'il suffit, comme on disait tout à l'heure, de faire 5 kilomètres pour aller à Gréalou, à vol d'oiseau bien entendu, ou d'aller sur l'Armagole, et on va trouver des mégalithes qui sont extraordinaires. Et là, quand j'ai commencé à les regarder, à les approcher, à mesurer leur éloignement, j'ai fait chou blanc car je ne trouvais rien de ce que disait, de ce qu'expliquait Eric. Je me dis, c'est quand même bizarre ça. Je n'arrive pas à voir les mêmes relations mathématiques. Qu'est-ce qui se passe? Et à force de scruter, de chercher, de fouiller, de regarder mes différentes cartes, que ce soit Géoportail ou Google Earth, je me suis aperçu que certains de ces dolmens pouvaient correspondre à une constellation, et plus précisément à une qui s'appelle Orion, que tout le monde connaît,
que l'on commence à voir, que l'on voit ici très très bien au sud actuellement en soirée. Et plus on va avancer dans l'été, Orion sera visible et en toute majesté, puisque nous avons la chance d'avoir un ciel extraordinaire, comme nous le faisait remarquer Jean-Louis Lefebvre, qui est un spécialiste et que vous verrez demain. Orion se manifeste sur la période du mois d'août, sur les coups de 4 heures du matin. Alors, c'est vrai que de toute façon, pour voir les étoiles, il faut qu'on soit la nuit, parce que dans le jour, on les voit pas. Mais on a quelque chose d'absolument magnifique. Et en fait, j'ai pu, en mettant en superposition la carte du Lot et la carte des dolmens, avoir une certaine cohérence pour les dolmens de la ceinture d'Orion. Je me dis quand même, ça c'est extraordinaire. On a 3 dolmens qui correspondent à la carte du ciel posée au sol. Cherchons s'il n'y en aurait pas d'autres. Et c'est là que je vais en trouver un paquet, je dirais. On verra tout à l'heure dans la deuxième partie ce qui se passe, agréable, notamment le dolmen de Pêche-la-Glaire que vous avez ici en illustration et dont on reviendra un petit peu tout à l'heure, mais vous en avez une belle photo. Et puis, les 3 dolmens qui, pour moi, pouvaient correspondre aux étoiles du haut de la constellation d'Orion. À savoir ici, on a Bételgeuse, on a Messia, Bellatrix. Donc ici, on a Rigel, Alnitak, Alnilam et j'ai oublié la dernière, Minkata. Merci. Et là, je dis à Violette, écoute, c'est extraordinaire parce que en regardant la carte, j'ai trouvé des dolmens, mais il en manque un. Il en manque un qui devrait se trouver sur le causse de Cajarc, si je regarde bien, parce que ici, on est à Gréalou, ici, on est à Saint-Sulpice, et pour ces deux-là, on est sur Marcillac, et là, on est aux alentours de Saint-Chel. Donc, si je mets le plan, eh bien là, on est sur le causse de Cajarc. Mais sur le causse de Cajarc, Géoportail ne répertorie pas de dolmen. Alors, je dis, mais sérieusement d'ailleurs, j'allais dire en plaisantant, non, je dis sérieusement à Violette, il va falloir que l'on aille sur le causse de Cajarc avec une pelle et une pioche, parce que je suis sûr qu'il y a un dolmen. Alors, je vais vous passer les détails, mais j'ai pas eu besoin d'y aller parce que rien ne se fait par hasard. Et quelques jours plus tard, j'ai eu ma réponse qu'il y avait effectivement un dolmen sur le causse de Cajarc qui correspondait à l'étoile représentée au sol qui s'appelle Saïf et qui me manquait sur la constellation d'Orion et qui se trouvait simplement à 285 mètres de la position que j'avais posée un petit peu intuitivement. Et là, j'avais une première constellation et je dois vous dire que c'était quand même extraordinaire parce que cette vision-là, je n'y attendais absolument pas. Et puis, ça pose tout un tas de questions parce que les gars qui ont fait les dolmens à moins 5000, comme on nous dit, on se les imagine, on les visualise, fermez les yeux. Vous voyez des gens du néolithisme avec une peau de bête sur la peau, des petits outils en bois, des choses comme ça. Arriver à faire ça, ça pose question. Je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose qui serait à creuser. Et en fait, quand on regarde la superposition de nos cartes, on s'aperçoit que l'on a, dans la partie basse de la constellation d'Orion, donc une parfaite cohérence entre nos dolmens et les étoiles. Et ici, on a donc Mintaka, Alnitam, Alnilac, Rigel et Saïf. Et on a une cohérence un petit peu plus éloignée sur la partie haute. Alors, je me suis dit bêtement, effectivement, si on regarde là, on voit pas forcément les courbes de niveau, mais si les étoiles avaient dû être, les dolmens, pardon, lapsus, avaient dû être posés à l'endroit où ils sont censés être sur la carte, ici, on est sur le dénivelé de la vallée du Célé avec un apic de 150 mètres à peu près. Alors déjà, extraire, déplacer, poser des cailloux, des énormes cailloux sur du plat, c'est bien, mais sur du dénivelé, c'était quasiment impossible. Donc je me suis dit, c'est peut-être une idée de perspective. Et non, il y a une autre explication, c'est que les constellations évoluent parce que la vision que nous avons de la constellation d'Orion aujourd'hui n'est pas la même que celle que nos ancêtres d'il y a 50 000 ans ont pu voir, celle du temps des Romains,
et n'est pas la même non plus que ce que nos descendants verront dans 10 000 ou 20 000 ans. Aujourd'hui, nous le connaissons, ça a été calculé, et on s'aperçoit que lorsque l'on regarde l'évolution de cette constellation, eh bien, il n'y a que les étoiles de la partie haute qui évoluent, qui se déplacent, et notamment celle-ci. Pour les autres, il y a une parfaite cohérence et ça n'évolue pas dans le temps. Alors ça, je le développe dans un article du dernier numéro de Génération Cité d'Or qui est à paraître et dont Antoine, qui est l'éditeur, nous donnera un petit mot tout à l'heure. Donc ça pose vraiment question. Et là, on voit précisément notre superposition. J'ai parlé tout à l'heure des principales étoiles, mais il y a aussi des éléments remarquables tels que l'AMA 49, qui est représenté ici, où on est précisément en posant notre étoile sur la carte et bien sûr un dolmen, la 29. Ici, on a un amas de dolmen avec Rigel. Ici, on a bien Akajar, Peiro, Lebado qui correspond à Saïf, etc. Donc là, c'est quand même le fond. Alors, puisque nous sommes dans l'inconnu et au festival des rencontres de l'inconnu, on va essayer de parler un petit peu d'inconnu et d'aller sur l'alchimie et le codex alchimique. La table d'émeraude, qui est un document qui sert de base, qui a servi de base à tous les alchimistes et qui aurait été rédigé au IIIe siècle par un fameux Hermès Trismégiste, il dit l'un, premier article. Il est vrai sans mensonge certain et très véritable, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, pour faire des miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Donc là, on est complètement dans le thème de notre conférence et l'on rejoint le 1 dont parlait Eric précédemment. On continue le codex alchimique, le ciel. Le ciel en est le père, la lune en est la mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Alors, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que je vous ai apporté une photo, que vous trouvez donc sur ma droite, qui a été prise précisément le 25 décembre 2021 à 8h44. Le 21 décembre étant le solstice d'hiver. Cette photo a été prise à Pêche-la-Glaire, donc correspondant à une étoile Rigel qui est bien représentée sur notre carte. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étoile-là, ce dolmen-là, pardon, nous est indiqué par le précédent qu'on a vu tout à l'heure, ici, Saïf, parce que quand vous êtes à Saïf, qui est à Peiro Levado, donc correspondant à l'étoile Saïf, qui est un dolmen qui est aujourd'hui détruit, pas entretenu et sur un terrain précis, il pointe précisément sur une direction de 64 degrés nord-est. Et quand vous faites une ligne à 74 degrés nord-est, vous tombez donc sur ce principal dolmen de Pêche-la-Glaire. Et alors, cette photo a une histoire parce que lorsque je l'ai prise au matin du 21 décembre, j'avais le soleil en face de moi, qui était entre les orthostates du dolmen, et je peux vous dire que là, l'émotion était forte. Et l'émotion a été encore plus forte quand je me suis retourné, et ça, je peux pas vous le présenter sur la photo, mais la lune était en totale opposition derrière moi. C'est-à-dire que nous avions le père, le ciel, la lune, la mer, et tout là. Et moi, j'étais le petit de cette création. Et je peux vous assurer que l'émotion était vraiment très, très, très forte. Et la table d'émeraude continue. Le père de tout le télesme de tout le monde est ici. Sa force ou sa puissance est entière si elle est convertie en terre. Alors, il faut savoir que le télesme est un mot que je ne connaissais pas,
Et en fait, c'est le trésor. Donc le trésor du monde est ici. Et on a une correspondance parce que, effectivement, nous allons le voir dans la suite que va nous développer Eric, il y a une vibration particulière et c'est comme si les dolmens nous étaient des générateurs d'énergie qui nous apportaient plein de choses. Donc une constellation Orion, c'est déjà bien, mais deux, c'est mieux. Car juste à côté, donc nous avons vu Qajar qui se trouve, je fais attention à pas, voilà, Qajar se trouve ici. Donc on a repéré ici, j'ai repéré cette première constellation. Et quand on part sur ici, qui est toujours le cause de Qajar, l'Arnagol ici, on arrive sur une deuxième constellation qui est la licorne ou le monocéros, qui est également parfaitement représenté au sol. Alors, je ne vais pas développer, mais sachez que du côté de Limogne-en-Quercy, au sud de Qajar, il y a une troisième constellation, parce que quand on regarde la carte du ciel, on a bien Orion, la licorne, et en dessous, on a le grand chien. Et le grand chien a encore une particularité, c'est que son étoile alpha, c'est Sirius, et on reviendra dessus tout à l'heure. Merci. Je passe le micro à Eric. Voilà, deux c'est mieux, comme disait Christophe, ou deux c'est Dieu. Donc je le montrerai tout à l'heure. On va revenir au mégalithe du Lot, mais au mégalithe sous une autre forme que menhir et dolmen, parce que ce mégalithe c'est grosse pierre. Et on va rester donc dans le secteur de cette déesse que je vous présentais tout à l'heure, donc le dolmen de la Métairie haute, dans un lieu qui est magique. En fait, c'est une espèce de cathédrale de la nature. C'est la photo que je donne ici. Et dans laquelle il y a des pierres que je vais vous présenter. Je voulais juste dire, et je les remercie parce que je sais qu'ils sont dans la salle, donc les propriétaires du lieu, Karel et Juliette, donc merci à vous. Ce sont donc les propriétaires de la Métairie haute, le domaine de la Métairie haute, le bar à plantes, pour ceux qui sont plus du coin, ils connaissent, voilà. Et sachez qu'ils m'ont non seulement donné l'autorisation de parler de leurs pierres, mais ils m'ont également dit de vous signaler que si certains étaient intéressés, ils pouvaient s'y rendre, sachant que le bar à plantes est plutôt ouvert de juillet à août. Dans ce cadre qui est vraiment magnifique et dans lequel il règne une ambiance qui est vraiment très particulière, on va avoir une première pierre que je vais vous présenter, parce qu'on verra qu'il y en a également une seconde. Et cette première pierre, dans sa forme, je voulais, donc ça c'est une vue de dessus de la pierre, elle fait à peu près 2,40 mètres de longueur, hein, pour vous donner l'échelle. Je voulais simplement la comparer avec un artefact de la préhistoire, du paléolithique supérieur, qui a à peu près 15 000 ans. C'est une statuette, c'est une Vénus paléolithique, en fait, magdalénienne. Et quand on regarde ces deux pierres, finalement, on peut y découvrir beaucoup d'analogies. Et peut-être, à un moment donné, imaginer que cette pierre qui se trouve dans ce sous-bois peut avoir un rapport avec cette idée de Vénus. Je vais vous montrer donc les deux pierres dont il va être question. Donc celle de droite et celle dont je viens de parler. Celle de gauche est la seconde. La vue que je vous propose ici, c'est un scanner 3D en fait des pierres. C'est un système qui vous permet d'observer les pierres vues dessus comme si c'était un plan en fait. Et à partir de là, on va pouvoir faire plein d'études. Donc cette deuxième pierre qui est à gauche, elle, si on la contourne, elle a un contour un petit peu plus bizarre. On va presque pouvoir la comparer à cet autre artefact de la même époque d'ailleurs que la petite Vénus qui est au-dessus. C'est un phallus, hein, préhistorique simplement. Ces deux artefacts d'ailleurs ont été découverts pas très très loin, c'est dans le département de la Dordogne. Voilà, et ça a à peu près 15 000 ans. Donc à travers cette analogie qui reste quand même assez sommaire, on pourrait
j'y mets le conditionnel, évoquer l'idée d'un 1 et d'un 2, comme on l'a fait tout à l'heure, en fait. Et à partir de là, on va pouvoir commencer un autre travail. Puisque, bon, si je m'intéresse à la géométrie mégalithique sur des grandes distances entre les mégalithes, je m'intéresse également à la géométrie mégalithique à l'intérieur des pierres. Et également, j'utilise aussi des outils qui sont ceux de l'invisible. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, dans ce chapitre-là, on parle de l'invisible. Voilà. Et donc, ces outils, ce sont ceux qu'on connaît dans la discipline de la géobiologie. Et donc, on va s'apercevoir que ces pierres, elles sont toutes les deux au sol. Hein. Elles fonctionnent presque comme des petits menhirs, mais je pense que finalement, elles n'ont jamais été dressées. La raison, c'est qu'on a deux courants d'eau qui passent. Un courant d'eau, un qui passe vraiment dans l'orientation de la pierre numéro 1, et un autre courant d'eau dans l'orientation de la pierre numéro 2. Et que chacun de ces cours d'eau, en plus, a une polarité différente, c'est-à-dire un sens de cours différent. Et puis, bon, on a un troisième courant d'eau qui finalement les relie également avec, après, d'autres éléments. Les points rouges sont ces fameux points d'abaissement vibratoire dont je parlais pour les dolmens tout à l'heure. Voilà. Bon, ça, c'est un élément qui est intéressant, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est cet élément-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on a entre ces deux pierres 1 et 2. Symboliquement, on va retrouver ce V qui se trouve entre ces deux pierres. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Et au-delà de l'aspect géobiologie, moi, je m'intéresse, comme je le disais, également à la géométrie intrinsèque aux pierres. C'est ce qu'on appelle couramment des tracés régulateurs, mais qu'on connaît plutôt dans le domaine des édifices religieux. Ce sont ces tracés énergétiques qui, en principe, préside au tracé final d'un édifice religieux. Alors moi, je fais beaucoup de tracés régulateurs sur les édifices religieux, j'adore ça, mais je me suis mis à le faire sur les pierres. Et là, franchement, je crois que je suis le seul. J'ai pas trouvé dans un bouquin quelqu'un qui parlait de tracés régulateurs des pierres. Bon, et puis si je le fais, c'est que ça marche, bien sûr. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que notre pierre numéro 2, madame, elle s'inscrit dans un cadre rectangulaire qui est exactement de proportion 1/2. C'est-à-dire qu'on retrouve ce fameux bicarré dont je parlais tout à l'heure. Monsieur, lui, il est dans un cadre 1. Alors, un cadre 1, parce qu'en fait, il a la même unité de longueur que le cadre 2. Donc, c'est assez sympathique. Par contre, la longueur, aujourd'hui, ça reste un mystère pour moi. Il y a forcément quelque chose à trouver dans le rapport largeur-longueur. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Si je m'intéresse à l'unité 1, je m'aperçois que cette unité, elle mesure 3,64 pieds druidiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans des explications qui n'en finiraient pas. Sachez simplement que ce que j'appelle un pied druidique, c'est ni plus ni moins qu'un tiers de mètre. C'est 1 mètre divisé par 3. On connaissait ce pied sous l'Antiquité sous le nom de pied de Drusus. Voilà. C'est 3,64 pieds druidiques et 3,64. Bon, là, pour ceux qui connaissent peut-être mon travail, vous n'êtes pas forcément nombreux dans la salle, mais sachez que ce nombre-là ressort dans tous mes travaux. Donc, c'est pas étonnant de retrouver ce 3,64 pieds druidiques en unité fondamentale de cette géométrie. Plus intéressant, c'est que si on mesure le centre de ces deux pierres, donc le centre géométrique, on obtient 3,64 m. Alors, chose que je n'ai pas dit, c'est que ce travail-là, il est fait sur informatique, bien sûr. C'est pas du travail au mètre qui a été fait, ça vient du scanner qui est importé dans des logiciels, etc. Et ensuite, je travaille en architecture, en fait, sur le même type de logiciel. Donc, on a bien 3,64 m, en fait, entre les deux centres géométriques. Et comme je vous l'ai dit précédemment, un pied druidique, c'est juste 1/3 de mètre. C'est-à-dire que 3,64 m, c'est ni plus ni moins que 3 fois 3,64 pieds druidiques. C'est-à-dire 3 fois l'unité. L'unité 1 que vous retrouvez sur monsieur 1, l'unité 1 que vous retrouvez sur madame 2, et au centre, vous avez une union par le 3. Ça va au-delà de ça, puisque
ça c'était l'aspect dimensionnel, mais sur l'aspect angulaire, vous avez monsieur 1 qui est à 21 degrés du nord géographique. Et madame 2 qui, elle, est à 12 degrés du nord géographique. Et donc, vous avez bien un joli 33 qui s'affiche au centre de ces deux figures. On va pousser un petit peu plus loin. J'avais hésité à aller aussi loin, mais on va le faire quand même, pourquoi pas. On l'a vu tout à l'heure, le bicarré, il a une diagonale à racine carrée de 5. Et cette diagonale, c'est celle qui donne la vie, qui donne le fils, avec le nombre d'or. 1 plus racine de 5 divisé par 2, 1 618, le fils. Le pi, la vie. Eh bien, figurez-vous qu'avec cette mesure de 3,64 pieds druidiques, cette racine carrée de 5, elle mesure approximativement 273 cm. Voilà, j'utilise un rapport 9 quarts pour racine carrée de 5 qui est assez proche. Eh bien, 273, si on l'analyse sous l'aspect calendaire, ce sont les 273 jours de gestation humaine. Alors, ça peut paraître farfelu de se dire, il y a 200, on convertit les dimensions en durée, etc., etc. J'ai parlé tout à l'heure de ce dolmen de Pourqueré 2 qu'on a découvert uniquement hier, à nouveau grâce à Karen et Juliette. Et il se trouve que ce dolmen, il est distant de la déesse d'une mesure qui est à peu près 1096 mètres. Et ça, c'est 3 fois 365,25. C'est-à-dire la durée d'une année. En mètres. Donc, en pied druidique, c'est 3 fois 3, 9 fois 365,25. 9 étant naturellement le nombre symbolique du cycle. Et 365,25, on vous parle de quel cycle? On vous dit de quel cycle, pardon, on vous parle. Donc, moi, il n'y a aucune difficulté pour moi, si vous voulez, à retranscrire ces 273 cm comme quelque chose à rattacher à ces 273 jours de gestation. Voilà, et puis au passage, 273, c'est exactement les 3 quarts du nombre 364. C'est exact. Et puis le rapport 9 quarts que j'ai utilisé, 2,25 au lieu de 2,24, c'est 364 divisé par le nombre d'or. Alors, puisqu'on veut parler un petit peu de cet invisible, je vais revenir sur des notions que vous connaissez certainement, qui sont celles de la géobiologie, et qu'on trouve sur le mégalithisme, enfin en principe, avec des notions de courant d'eau souterrain, puisqu'on sait qu'un menhir ou un dolmen est généralement positionné sur un croisement de un ou plusieurs courants d'eau, et que même, assez régulièrement, les dimensions du menhir vont pouvoir correspondre, pourquoi pas, à la largeur d'un cours d'eau. C'est ce qu'on appelle des réseaux telluriques, donc des réseaux qui viennent de la Terre. Le phénomène, il est physique, c'est-à-dire qu'il a été démontré par le professeur Hydrocard que la friction de l'eau souterraine amène à un certain rayonnement qui modifie la densité de l'air et que les personnes sensibles peuvent détecter. Donc ce phénomène physique, il existe. Par contre, il y a un autre phénomène qui, lui, provient bien de l'invisible. C'est ce que j'appelle l'information. C'est ce phénomène qui permet à un bon sourcier, en principe, de trouver de l'eau sans se déplacer sur le terrain, uniquement sur plan. Ça se fait très bien. Et si ça se fait très bien et qu'il n'est pas sur le terrain, il n'est pas capable de détecter l'aspect physique ondulatoire de ce rayonnement. Donc il y a autre chose. Cette autre chose, c'est l'information. Et en fait, on a exactement la même chose avec un autre phénomène qu'on appelle les failles. Puisque sous un menhir ou un dolmen, on va souvent trouver un croisement de une ou plusieurs failles. On va retrouver ce même phénomène physique qui est expliqué par la science. Il n'y a pas photo, c'est un rayonnement d'ondes. Mais on va également retrouver ce même phénomène lié à l'invisible, puisqu'on peut également détecter des failles sur plan. Alors, la particularité de ces mégalithes en géobiologie, c'est que quand on a un menhir qui est positionné comme ça sur des croisements, il va générer quelque chose. C'est ce qu'on appelle un vortex ou une cheminée. Suivant les auteurs, suivant les géobiologues, ils n'ont pas forcément tous le même vocabulaire. Donc, une cheminée de menhir a 3 enceintes énergétiques
avec des polarités différentes ou en tous les cas des sens de gyration différents. Le premier va dans le sens des aiguilles d'une montre, le second à l'inverse, et le troisième revient dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît en mécanique, c'est le phénomène rotor. Et a priori, c'est ce phénomène-là qui crée cette énergie spiralée qu'on va trouver en géobiologie, qu'on va savoir détecter. Voilà. Et là, les géobiologues nous parlent plutôt d'un phénomène de l'invisible qui relèverait d'une information tertielle. Ah, ça bouge comme ça. Et les personnes sensibles, en général, s'en aperçoivent. Ensuite, toujours dans ce domaine de la géobiologie, on va pouvoir parler des réseaux géomagnétiques. Là, ce sont des réseaux métaux qui, en fait, sont en fusion au centre de la Terre. Et cette fusion génère un rayonnement, donc qui est également perceptible. Les plus connus, puisque les plus présents dans le centre de la Terre sont le nickel, qu'on appelle le réseau Hartmann. Donc ça, c'est des réseaux qui se croisent suivant les axes cardinaux, nord, sud, est, ouest. C'est des maillages, en fait. Le phénomène physique existe bien, puisque le géobiologue Stéphane Cardinaux l'a démontré avec un appareil qui est un sonomètre. Et donc, il détecte des variations de densité de l'air au passage de ces réseaux. Mais le phénomène de l'invisible existe également toujours, puisqu'on peut potentiellement les détecter au moins leur information. Le deuxième grand réseau géomagnétique qui existe, c'est le réseau fer. Et là, pareil, on va s'apercevoir que bien souvent, les mégalithes sont positionnés sur des croisements. Là, le réseau fer, c'est celui qu'on appelle en géobiologie le réseau Curie. C'est un réseau diagonal, à 45 degrés par rapport aux axes cardinaux. Toujours pareil, un raisonnement physique qui existe et un rayonnement, un phénomène invisible qui est l'information. Et puis, parmi ces métaux, il y en a d'autres encore. Et là, on va plutôt parler de ces réseaux thérapeutiques, ces réseaux qui soignent. Donc là, il y a tout un tas d'autres métaux. Et là, c'est plutôt les travaux de Georges Prat, géobiologue aussi, qui ont permis d'avancer un petit peu sur ces questions. Il nous dit, d'après un schéma qui est un petit peu à mettre en parallèle avec le système homéopathique, Georges Prat était un grand ami de Monsieur Boiron, donc il en savait un certain nombre de choses, sur ces questions-là. Qu'il faut au moins 3 réseaux thérapeutiques pour soigner. Un premier réseau qui va être un catalyseur, et puis 2 autres réseaux au moins qui vont être des réseaux soignants. C'est le principe a priori de l'homéopathie. Et on a des pierres qui vont pouvoir se trouver sur de tels phénomènes. Et là, l'information semble être plutôt de type thérapeutique. Alors, pour terminer, je voulais vous emmener sur probablement une pierre de soin, qui est une pierre oreille, en fait. Cette pierre se trouve à 50 mètres à la fois du dolmen déesse, que je vous ai montré, et des mariés, monsieur et madame, que je vous ai montré précédemment. Alors, la forme de la pierre, à nouveau, quand on la voit de dessus, vous constatez, ressemble assez bien à une oreille. On y retrouve la structure interne, son contour, naturellement, le trilobe aussi. Et en termes de réseau, eh bien, on a bien un réseau nickel qui passe sur cette espèce de gros bassin, qui semble être le réseau catalyseur, parce qu'en fait, on a un croisement de 2 réseaux manganèse qui, eux, ont une action sur la surdité et les acouphènes. Donc, des problèmes qui sont liés à l'oreille. Mais surtout, sur cette pierre-là, on a un très gros réseau de niveau 3, qui est un réseau de bore, que je connaissais pas d'ailleurs à l'époque, et qui, lui, traite des douleurs liées au bruit. Au-delà de ces petits bobos du quotidien et qui concernent notre monde physique, on peut aussi s'interroger à travers ces 2 images d'une chose qui pourrait être un petit peu plus profonde et peut-être plus en lien avec ce qu'on a exposé avant, à savoir qu'à travers l'image de l'oreille,
on voit souvent l'idée d'un fœtus, alors qui en général est à l'envers, donc je vous l'ai mis à l'endroit, mais peu importe. Et à travers ces notions-là, ben, naturellement, je mets de manière un peu humoristique que c'est le nouveau-né de Marcignac, après les mariés. Mais ce que je découvre à travers mes recherches, et ce que j'expose notamment dans mon dernier livre, qui traite bien de ces choses-là, c'est que effectivement, avec une pierre-oreille, on va pouvoir traiter des mots du quotidien dans notre monde physique, mais on va pouvoir aller également traiter des choses dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, ceux qu'ont parlé Jean-Marc Andrieux, Jérôme Maury avant nous, qui sont les mondes de l'âme et les mondes de l'esprit. Voilà. Alors, Eric nous a parlé de l'invisible, eh ben, on va essayer d'aller voir les étoiles invisibles et on va commencer par Orion. Alors, je vous ai préparé une petite animation, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le micro-casque n'a pas fonctionné. Et ben non, on n'a pas de son. Bon, c'est pas grave. Ici, on a la constellation d'Orion avec Rigel en bas, Rigel qui est un système quadruple, une naine bleue géante. Mais en fait, Rigel n'est pas seule, car elle serait composée au moins de 4 étoiles. Rigel A, la supergéante, Rigel C qui est une étoile double et Rigel B. Et quand on part du ciel sur la Terre et que l'on revient à Gréalou, à Pêche-la-Glère, on va retomber exactement sur l'endroit de nos dolmens. Alors là, on l'a un petit peu cherché. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cet endroit, nous avons un dolmen, 2 dolmens ici, enfin un deuxième dolmen double, un 3e et un 4e. Donc, on a bien dans le ciel un système solaire au moins quadruple, dont une étoile double, et sur la Terre, un groupe de 4 dolmens, dont un double. Et les étoiles invisibles, au niveau de la licorne, qui se trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, juste à côté d'Orion, nous avons l'étoile la plus brillante de la constellation de la licorne, qui est Monocéros B, qui est une étoile triple avec, d'après les sites astronomiques, une quatrième étoile en ligne de mire d'une des étoiles. Et voilà, il existe donc un 4e compagnon, visible à proximité, en ligne de mire, qui n'est pas physiquement lié au système, mais qui est là quand même. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que sur le terrain, là encore, nous avons nos dolmens qui sont représentés, le dolmen de Peiro Cotado, alors qui est donc sur le causse de l'Arnagol. Vous pouvez l'identifier assez facilement puisque c'est le seul qui est repéré à l'Arnagol. Mais vous avez à côté un deuxième dolmen qui s'appelle le dolmen de Gentoux 1, qui lui n'est pas répertorié. Et la particularité de Gentoux 1, c'est que, en fait, le dolmen n'a pas été posé au centre du tumulus, qui m'a posé question au départ, puisque imaginez un ovale de 24 mètres de long pour le tumulus sur une largeur de 11 mètres, et le dolmen est placé dans la partie basse. Mais quand vous regardez le dolmen, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il faudrait que vous vous rendiez sur place, eh bien vous vous apercevez qu'il y a cette cavité qui continue et qui fait comme une ligne de mire, justement, et qui nous indique quelque chose. Et cette chose, eh bien, c'est le 3e dolmen, le dolmen de Gentoux 2. Donc là, au niveau de la constellation du Monocéros, pour l'étoile Beta, nous avons donc nos 3 dolmens qui sont représentés. Alors, on est un petit peu pris par le temps, j'ai été obligé de faire vite. Tout ça, vous le retrouverez donc dans l'article qu'Antoine va nous proposer. Mais sachez que l'étoile alpha de la constellation Monocéros est une étoile double et que nous avons aussi à cet endroit 2 dolmens. Là encore, c'est fort.